Yo! Bonjour tout le monde et bienvenue à notre troisième épisode de la saison 6 de mon podcast Un café avec ton courtier. Et aujourd'hui, je rencontre Derek Piché qui est courtier en assurance de dommages pour les particuliers chez 3G Assurance. On a eu une discussion qui était très intéressante. Entre autres, on a parlé des prix de l'assurance et comment faire pour pouvoir les diminuer, les ajuster. On a parlé de l'industrie du courtage en assurance qui était assez nouveau, même pour moi. Donc, ça va être intéressant pour vous. On a quelques petites anecdotes, des petites histoires semi-d'horreur. On parle même de Act of God. Donc, ça vaut la peine. Écoutez ça. Yo! Salut Derek, content de te voir. Merci d'être ici. Là, j'ai appris juste avant que tu as fait une route spectaculaire pour t'en venir ici. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est ça? Sainte-Anne-de-Beaupré, 3h20 de route. C'est l'occasion d'écouter des podcasts, de la musique, fenêtre baissée, il fait beau. J'adore faire de la route. Journée de congé, très content d'être là. Ben, merci beaucoup. Tu vas pouvoir écouter notre saison au complet, à peu près 3h30, c'est à peu près ça. Tu vas être correct. Derek qui est chez 3G Assurance. 3G Assurance parle. C'est la première fois que j'ai eu des conseillers financiers, des planificateurs financiers, des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers. C'est la première fois que j'ai un courtier en assurance? Ouais. Comment on va dire ça, un courtier en assurance? Courtier en assurance de dommages des particuliers, nouvellement entreprise aussi. Donc, c'est le long titre qu'on va décliner à chaque appel l'entrée. Ah oui, c'est ça. Avec un client. C'est pour ça que l'appel prend 40 minutes. C'est pas à cause de votre titre. Juste le titre, c'est au moins 25 minutes. Donc, voilà. 3G, c'est simple. C'est un petit cabinet, 50 employés actuellement en 2026, 40 millions de primes actuellement en assurance commerciale et assurance des particuliers. À l'origine, ça a commencé en 2012 avec Philippe Gadouri, qui est toujours le président, et sa conjointe Angela. 3G, c'est pour leurs trois filles, donc Gadouri, les trois Gadouri. 2018 a été un rachat de volume de Wawanesa pour tout ce qui est Mauricie, centre du Québec. 2022, il y a eu MJP Assurance, qui était Marie Plourde. MPJ, pardon. Marie Plourde est la vice-présidente de 3G depuis. Et 2024, il y a eu LCD, qui est un autre cabinet qui a été racheté par 3G. Donc, il y a eu plusieurs fusions au fil du temps. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début, Philippe a parti ça un client à la fois. Ouais. Donc, beaucoup de persévérance, de détermination, d'ambition pour en venir à ce qu'on est aujourd'hui. Mais on sent encore chez 3G l'esprit de famille où ce que tout le monde est près l'un de l'autre. Parce que je pense qu'être une petite gang comme ça, ben c'est une famille. Je vois que la mode dans le courtage en assurance de dommages particuliers, je le dirai pas tout le temps au complet, le courtage d'assurance, c'est d'avoir un titre de cabinet de 3 lettres. Ça, c'est ce que j'ai compris, c'est bon. C'est drôle parce que j'ai travaillé pour un autre cabinet d'enseignement qui avait 3 lettres aussi, donc c'est souvent ça. Il faut des abréviations, un peu comme sur la construction. Oui, mais dis-moi, dans l'industrie, là, tu dis on est un petit cabinet, on est à peu près 50 employés. C'est quoi un gros cabinet? C'est quoi un petit cabinet? Y a-tu des solopreneurs là-dedans? Comment ça marche? Il y en a. Récemment, on a fait l'acquisition de Nollet Assurance, qui était un seul homme, en fait, qui avait son volume à lui, environ 800 000 de primes. Monsieur Nollet, j'imagine. Oui, Sébastien Nollet de son prénom. Hein. Donc, c'est comme ça qu'un cabinet va grossir avec des acquisitions à gauche, à droite avec le temps. Donc, on commence tous avec un client à la fois et avec le temps, ça va grossir. On en parlait hors caméra tout à l'heure. C'est sûr que le fait de grossir va amener souvent une distance entre les employés, les gestionnaires et tout, puisque ça devient plus gros. Donc, naturellement, c'est plus tout le monde qui se connaît. Mais oui, je pense que l'ADN du courtage, les petits cabinets existent de moins en moins parce que les gros cabinets commencent à avoir plus d'emprise, il va y avoir parfois des partenariats. Il y a tout ce qui est agence virage au Québec qui avec Intact Assurance. Il y a beaucoup de cabinets qui vont s'allier, disons, avec Intact, d'autres avec tel assureur. Donc, c'est sûr que le marché, le pouvoir, va être plus là à ce niveau-là. Les petits cabinets, je pense que de notre côté, on a oui, des liens financiers avec Wawanesa, mais on n'a aucune obligation de placer avec eux. On va réclamer la offre pour le client. On fait affaire avec 7 assureurs. Puis notre but à nous, c'est de ne pas s'affilier à un seul assureur. On veut rester courtier. C'est un courtier, c'est un peu ça. Oui. Au final, c'est d'aller chercher la meilleure offre pour le client avec son dossier à lui, son risque personnalisé. Fait que pour nous, c'est super important de demeurer vraiment ouvert à tous les niveaux. Hein. Parce qu'on entend ça des fois, là, des cabinets en courtage, mais qui placent comme 95% de leurs clients
souvent, c'est chez Intact, là, peut-être pas tout le temps. Souvent, il va y avoir 2 portions. Il va y avoir agence autorisée, disons Intact, 100% Intact. Il va y avoir le cabinet, mais avec une concentration X chez un assureur en particulier. Nous, c'est ce qu'on veut éviter, justement, c'est de ne pas avoir une concentration X. On ne veut pas avoir des objectifs à atteindre et devoir absolument donner tel montant d'argent à tel assureur. On veut vraiment y aller pour notre clientèle, pour que ce soit avantageux pour le client et non pas seulement des chiffres pour le cabinet. On offre de l'habitation, on offre de l'automobile, le bateau, tout ce qui est récréatif. On a des services financiers nouvellement aussi avec Martine. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on a une gamme de produits. On a de l'assurance entreprise aussi. Fait que je pense qu'on essaie d'avoir un portrait assez large là, pour répondre aux besoins de la clientèle là, sans favoriser pour autant un assureur en particulier. Non. Ben, puis évidemment, j'imagine bien que ça doit arriver pour un segment de la clientèle, pour un moment en particulier. Tu sais, il y a des promotions qui se font aussi. Là. Il va y avoir un moment donné, on va en parler de Wawanesa, mais Wawanesa a les meilleurs prix. Fait que là, pendant cette période-là, tu fais beaucoup de Wawanesa, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il va y avoir un autre moment de l'année ou un autre segment de la clientèle où est-ce que là, ça va faire beaucoup d'un autre. Puis on le dit toujours à les clients de notre côté, à chaque mois, la tarification va changer, des fois de semaine en semaine, d'année en année. Donc, parfois, mettons, ça peut être Economical, un assureur cette semaine qui est hyper bon. Là, je vais placer là beaucoup. La semaine suivante, ça va être l'unique qui va être bon. Fait que c'est ça l'avantage, la vérification de marché qu'on appelle. On invite nos clients à nous contacter pour les faire à leur renouvellement. Souvent, là, il y a un mythe urbain comme quoi qu'un courtier, un cabinet va chercher le meilleur prix à tous les renouvellements. Mais au nombre de clients qu'on a, c'est sûr que c'est pas fait de façon systématique. C'est le devoir du client, c'est une responsabilité partagée de nous contacter. Ma tarification, je l'aime moins cette année. Quelque chose de mieux pour moi. On fait une mise à jour avec l'assureur actuel. Changer pour changer, c'est pas ce qu'on veut non plus. Il faut que ça soit avantageux côté protection. Il faut que ça soit avantageux aussi pour la qualité du produit avec le client. Mais oui, la vérification de marché peut amener des belles surprises parfois. C'est important de la faire. Si je ne me trompe pas, une vérification de marché ou, dans le fond, à la fin de ton contrat d'assurance, de ta police d'assurance, tu peux magasiner comme tu veux. Tu peux switcher d'assureur. Il n'y a pas de frais de transfert, il n'y a pas de pénalité. Tu es à la fin de ton contrat, tu es à la fin de ton contrat. À la fin, c'est ça. C'est un renouvellement automatique si tu t'en occupes pas avant la date de renouvellement, bien sûr, parce que sinon, les gens oublieraient de renouveler. Ça amènerait des annulations, non-paiement et tout. Donc, tout contrat d'assurance va être un renouvellement automatique. Le client est en droit, dès qu'il reçoit son renouvellement, de contacter un autre courtier, un autre cabinet, un autre assureur pour voir les prix de son côté. Mais s'il cancelle en date de son renouvellement, effectivement, que ce n'est pas une annulation, c'est simplement un non-renouvellement. Donc, il est en droit de le faire. Puis là, j'ai une question que... Des fois, je fais ça. Je pose une question qui est comme une statistique là, que je t'ai pas préparée. Je viens de penser à cette question-là. Je m'excuse. C'est quoi le pourcentage des gens qui magasinent pas leur assurance du tout, qui font juste renouveler? Puis on le sait-tu? Beaucoup plus qu'on pense, honnêtement. C'est plus de la moitié des gens. Puis je pense que c'est faible comme statistique, ne le feront pas. Ils vont faire confiance, vont laisser renouveler. Puis c'est souvent ce genre de client-là qu'on va recevoir aussi. Ça fait 18 ans que je suis avec tel assureur. J'ai jamais pensé à magasiner. Puis j'aurais dû le faire avant. Souvent, mais l'assurance, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas le processus le plus agréable à faire. Quand on appelle, c'est une corvée un peu comme le balai-mop. Pour nous, c'est notre quotidien. On connaît ça. On va y aller dans le rôle conseil. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est plus une corvée. Donc, c'est sûr que de magasiner régulièrement, ça serait une bonne chose à faire. Pas nécessairement dans un autre cabinet, mais à l'intérieur, avec un courtier, c'est ce qui est intéressant. Un appel égale 6 à 7 assureurs différents. Donc, ça évite de faire 4-5 appels à gauche, à droite. Donc, c'est sûr que l'avantage du courtier réside là, dans le marché qui est beaucoup plus vaste. Ben oui, c'est sûr. Puis, je pense aussi... Même si c'est pas pour... Parce que si je fais juste auto-renouveler mon assurance, ben je fais juste prendre... si ma maison elle valait 325 000 en 2021, j'ai auto-renouvelé. Ma maison, maintenant, elle en vaut 700. Mais je suis probablement pas assuré sur 700. Là. Je vais être assuré sur 325. Il va y avoir une majoration quand même de l'assureur à tous les années par rapport à l'inflation. C'est sûr qu'un coût de reconstruction, nous, on fonctionne en courtage avec le CVA, qui est le calcul de la valeur assurable pour déterminer un coût de reconstruction. Donc, c'est sûr qu'il va être vraiment basé sur la tarification à jour, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est main-d'œuvre et toutes les composantes de la maison. On essaie de reconduire à tous les 3 ans un nouveau coût de reconstruction pour s'assurer que le client est bien couvert puis qu'on ne tombe pas en insuffisance. Mais c'est sûr qu'il y a ce danger-là pour certains clients d'avoir un coût d'assurance qui n'augmente pas suffisamment par rapport au marché. Donc, c'est sûr qu'on encourage les gens
à le refaire avec nous de temps en temps pour s'assurer que ça soit bien assuré. Oui, puis c'est juste les cartes de zones inondables qui changent. Il y a plein d'affaires comme ça vaut la peine de... Même si c'est une corvée, ben, c'est important de la faire de temps en temps. Là. Oui, puis comme tu dis, les statistiques des assureurs en termes de réclamation de sinistres vont changer. On parle des pluies diluviennes à août 2023, je crois. Ça a touché plusieurs secteurs, ça a touché plusieurs assureurs. Donc, il y a toujours des réclamations comme ça qui vont avoir un impact là, sur le dossier. C'était des grosses pluies, puis l'eau rentrait dans les garages. Oui, c'est ça. Beaucoup de refoulement d'égouts, infiltration d'eau et tout. Hein, donc, c'est sûr que des catastrophes naturelles comme ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais ça a un impact, par contre, dans l'expérience de l'assureur. C'est clair. Dis-moi, OK, je veux juste revenir, comment j'ai dit tantôt, je rembobine un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que tu as comme formation, toi, pour être courtier en assurance? C'est 100% autonome. Moi, j'ai un background d'éducateur spécialisé, donc je n'ai pas du tout dans l'industrie. Je me suis vraiment... c'est un changement de carrière. Je voulais vraiment une qualité de vie. Je voulais quelque chose en télétravail aussi. Je voulais une proximité quand même, une relation d'aide, de conseiller. Je me suis tourné vers l'assurance de mon côté. C'est une formation autonome avec l'autorité des marchés financiers. Tu peux le faire aussi à certains collèges. C'est 6 à 1 an. Moi, je l'ai fait de mon côté en 6 semaines. Donc, c'est vraiment des bonnes briques. Ouais. L'AMF, 3 examens pour l'assurance. Un coup que tu l'as, tu as ton permis et tu peux commencer là, à vraiment prendre des appels, à suivre ta formation. Tout dépendant du cabinet pour les procédures internes. Mais c'est très facile comme réorientation. C'est pas très dispendieux en général. La plupart des cabinets vont payer la formation, vont payer les manuels, les droits d'examen, droits de permis. Il s'agit d'y aller avec le gros bon sens. C'est sûr que c'est beaucoup de contenu, mais comme dans n'importe quoi, ça fait beaucoup de théorie au tout début, puis par la suite, dans la pratique, ça devient un jargon que tu vas utiliser au quotidien qui reste sensiblement le même. Hein. Mais c'est une belle option pour plusieurs. J'ai envie de te dire que beaucoup de courtiers et d'agents que je connais sont des réorientations de carrière à plusieurs niveaux. Il n'y a personne qui se lève en secondaire 1 en rêvant de devenir vendeur d'assurance, on s'entend? C'est vrai. Ce deuxième changement-là peut être bien, mais puis sans devenir un professeur de CC, là, ça existe encore le CC? Je viens de te dire mon âge de l'économie. Non, c'est mais moi aussi, de carrière. Moi aussi, je l'ai eu, Est-ce que les cabinets en cherchent beaucoup? Dans le courtage hypothécaire, tu deviens courtier hypothécaire, tu vas te trouver un cabinet, c'est certain. Ça ne veut pas dire que tu vas faire de l'argent, tu es travailleur autonome. Mais toi, est-ce que c'est si tu fais ton cours, tu réussis bien, tu as une bonne tête sur les épaules, tu vas avoir un job facilement ou pas tant? Relativement, souvent, la porte d'entrée plus facile est agent. Donc, moi, j'ai commencé comme agent autorisé avec Intact de mon côté. Donc là, tu fais seulement du Intact, seulement un assureur. Donc, tu apprends seulement un système, les normes de l'assureur. C'est des appels dirigés vers cet assureur-là uniquement. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour comprendre tous les composantes, le quotidien au tout début. Par la suite, moi, rapidement, j'ai senti que j'avais fait le tour. Je voulais avoir des options pour mes clients. Vers le courtage, on m'a formé pour y accéder à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que comme agent, je pense que n'importe qui peut y parvenir. C'est assez facile comme porte d'entrée. Courtier, ça prend une analyse un petit peu plus accrue, parce que là, c'est beaucoup de normes. Nous, on fait assurance régulière, on fait de l'assurance sous standard aussi. Donc, le marché spécialisé qu'on appelle tout ce qui est annulation de non-paiement, dossier criminel. Parfois, ça a des composantes dans le bâtiment qui vont être refusées dans les normes des assureurs. Tout ce qui est faillite. Des gens ou des biens qui ne sont, je vais dire pas assurables, qui sont difficilement assurables. C'est ça, qui sont hors normes en général. Donc, c'est sûr que ça, on fait affaire, disons, avec 18 assureurs, disons. Il faut connaître quand même les 18 assureurs, les normes, les façons de faire, les procédures. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu plus, je crois, comme courtier, mais pour tous ceux qui ont de l'ambition, c'est accessible. Il s'agit juste de trouver un bon cabinet qui va t'accompagner, qui va te donner les outils nécessaires pour y parvenir. Puis là, si on parle de rôle et responsabilité, fait que toi, tu as la discussion avec la personne le jour où tout va bien dans sa maison. Fait là, il fait sa corvée, il te parle, tu lui fais différentes offres, tu trouves la meilleure offre pour lui. Absolument. Génial. 1 an plus tard, ou 9 mois plus tard, on va rester dans la même police. 9 mois plus tard, il y a un sinistre quelconque.
Là, il t'appelle toi ou il appelle l'assureur? Parce que toi, tu n'es pas l'assureur. Toi, tu es le courtier en assurance. Tu leur as aidé à choisir une compagnie d'assurance. Fait que c'est avec eux qu'ils vont traiter. En fait, nous, c'est ça. Nous, on est le courtier, on est l'intermédiaire entre l'assureur et le client. Le client peut nous contacter dans les heures d'ouverture pour qu'on le mette en relation avec l'assureur. Il faut dire que la seule fois que le client va parler à l'assureur directement, c'est en cas de réclamation. Autrement, pour tout ce qui est modification, question, facturation, peu importe, c'est vraiment au courtier attribué. Moi, je suis aux ventes, département de nouvelles affaires. Donc, je parle au client pour trouver la meilleure offre, comme on disait, le conseiller, avoir le meilleur produit. Par la suite, il va être attribué à un courtier module. Toujours le même courtier avec qui il va pouvoir développer un lien de confiance. Même formation que toi, mais Absolument. juste qu'il est spécialisé à autre chose. Au service, vraiment, dans tout ce qui est modification, alors que moi, ça ne vraiment que de la vente à mon niveau. Donc, ce courtier-là peut le mettre en relation avec l'assureur. Mais si ça arrive, disons, soir, fin de semaine, Là, on n'attend pas lundi matin. Là, on appelle l'assureur puis on s'assure d'être pris en charge rapidement. Ça fait 48 heures que mon bain coule. Mettons, Oui. j'attendais que vous ouvriez. J'avais hâte. Depuis samedi 6 h, il est rendu lundi 8h30. Non, faites pas ça. C'est contactez votre assureur. Mais oui, pour toute question par rapport aux réclamations, des fois, les gens sont en désaccord. Ils peuvent nous contacter. Nous, on peut parler à l'expert en sinistre. Mais quand ça se passe en réclamation avec un assureur, le client va appeler, va ouvrir son dossier. Un expert en sinistre va lui être attribué pour son dossier, l'évaluation. Et c'est lui qui va l'accompagner dans tout le processus jusqu'au paiement et à la fermeture de la réclamation en tant que telle. Donc, c'est la seule fois qu'on n'accompagne pas le client directement de notre côté, mais on joue quand même le rôle d'intermédiaire s'il y a un problème à ce niveau-là. Là, je pose une question qui est par rapport avec toi, mais même l'expert en sinistre, souvent, c'est pas un employé de l'assureur non plus. Hein, c'est ça, il repitch ça aussi. Souvent, ça va être tout dépendant. Ils vont faire affaire avec des compagnies après sinistre qui ne seront pas de la compagnie. Les experts en sinistre, souvent, vont être employés par l'assureur directement. Okay. Donc, l'expert en sinistre, disons que tu fais affaire chez l'Unique. Ça va être un expert en sinistre de chez l'Unique qui va venir évaluer. Par contre, la compagnie après sinistre, mais ça va être Gus ou Calinette ou peu importe le nom qui va le prendre en charge. Mais l'expert en sinistre, oui, est un employé de l'assureur. Fait que si on tombe dans les histoires d'horreur un tout petit peu, est-ce que c'est dans les rôles et responsabilités, ça existe-tu, cette situation-là? Ou est-ce que je t'ai parlé à toi, tu m'as vendu quelque chose, puis finalement, j'ai le sinistre, puis là, l'assureur refuse de payer, puis c'est ta faute? Ça peut être ta faute ou c'est jamais de ta faute? Parce que tu fais toujours bien ton travail. Ça pourrait arriver. C'est sûr que de notre côté, on a vraiment plusieurs produits à offrir. On a un rôle de conseiller. C'est pas seulement une question de prix. Soit les gens veulent un prix, puis c'est normal. Tout vient coûter cher dans la vie. On essaie de sauver. Pas toujours une bonne idée de sauver en assurance parce que sinon, on va y aller dans la perte de qualité, dans la perte de protection qui sont super essentielles. Donc, nous, de notre côté, c'est sûr qu'il faut aller recommander des montants qui sont suffisants. Nous avons un refoulement d'égout. Ça peut être environ 70-75% des réclamations qu'il va avoir souvent en habitation. C'est ce qui arrive le plus souvent, les dommages causés par l'eau. On le sait que l'eau, c'est super dévastateur. Donc, un refoulement d'égout, juste en termes de décontamination, nettoyage, remise en état, on parle d'environ 10-15 000. Donc, c'est sûr que le client doit avoir un montant suffisant par la suite pour remplacer ses biens. Donc, de mon côté, j'ai ce rôle-là. À partir du moment que le client décline, lui dit non, moi, je préfère 20 000 que 40 000, là, le choix lui appartient. Moi, mon travail, c'est de lui avoir conseillé, de lui avoir offert, de l'avoir sensibilisé. À partir de ce moment-là, le client fait son choix. Mais oui, un courtier pourrait être pris en faute en ayant exclu une protection de son côté, n'ayant pas bien conseillé, en ayant omis aussi de proposer quelque chose. Mais en général, la responsabilité du cabinet va embarquer. En général, les histoires d'horreur sont ceux qui vont résonner sur les réseaux sociaux en général, mais dans mon expérience de courtier, moi, j'en ai jamais vécu personnellement, ni aux personnes autour de moi. Là. OK. Puis, parce que dans le fond, parce que je me dis, si jamais, je veux voir si les gens, on est protégés. Si je te dis, oui, prends l'assurance à 40 000, mais que tu coches 20 000. Ouais. Fait que là, le truc arrive, je suis pas sûr d'avoir pris 40 000, il y a un recours, en quelque part. Le but, c'est pas de t'accuser tout, là, mais c'est juste qu'il y a un recours, puis vous autres, vous êtes assurés aussi. Tous les appels sont enregistrés, il va y avoir les modèles de notes aussi à ce moment-là, donc on va aller voir dans l'appel. C'est vrai, le client avait demandé 40 000, il y a une erreur du courtier, l'assureur de son côté, rarement de mauvaise foi, les assureurs sont beaucoup plus enclins à aider le client et le courtier que le contraire en général, mais une erreur comme ça, l'écoute d'appel,
viendrait donner raison au client. Dis-moi, tu as parlé de prix tantôt, puis évidemment, c'est quelque chose d'important. Puis moi, je ne m'embarque jamais dans la discussion d'assurance vraiment avec les clients parce que je ne connais pas ça. Fait que ça va arriver des fois, les clients. Puis des fois, il y a même des prêteurs, des fois, qui ont des remises en argent si tu prends l'assurance avec l'assurance. Puis ils vont me demander, OK, mais ça va me coûter combien mon assurance? Puis là, aucune idée, man. Je sais pas du tout. Puis ça peut tellement dépendre de la maison, de comment tu vas t'assurer, de ton secteur, etc. Mais qu'est-ce qui influence le prix? Je vais donner une réponse de politicien, en gros, parce que c'est quand même ça, mais c'est de la micro-tarification en général. Donc, d'une personne à l'autre, ça va être hyper différent. Un voisin, ton voisin qui a une maison sensiblement pareille à la tienne dans le même secteur n'aura pas nécessairement la même tarification. On parle de composantes du bâtiment, on parle de l'entretien, les rénovations, on parle des informations personnelles de la personne, les rabais profession, les rabais portefeuille. Quand on combine tout ce qui est aussi système d'alarme, des capteurs d'eau, il y a plusieurs choses qui vont générer une prime personnalisée. Parfois, d'un assureur à l'autre, ça dépend de son expérience en sinistre dans le secteur, ça dépend de ses normes à lui aussi versus un autre assureur. Souvent, un des mythes que les gens ont aussi, c'est de vouloir installer un système d'alarme qui coûte, disons, 500$, s'attendre à sauver la même chose, mais dans les faits, souvent, on parle de 35$, disons, d'économie. Donc, en habitation, c'est sûr que ces choses-là sont intéressantes pour la sécurité de la personne, mais pas nécessairement en gestion de primes. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un en habitation, c'est vraiment d'entretenir son bâtiment. Donc, c'est tout ce qui est important. La toiture, c'est 20 ans d'âge maximum en habitation pour la plupart des assureurs. Même si les entrepreneurs vont dire 25-30 ans, l'assureur va mettre un 20 ans de son côté, mais tout ce qui est électricité, tout ce qui est plomberie, c'est sûr que les vieilles installations ont souvent plus de risques en tant que telles. Les normes vont être plus sévères pour les vieux bâtiments en raison de la gestion de risque que le risque se produit. C'est sûr qu'avec des vieux bâtiments, vieilles composantes électriques, bien, l'assureur va être plus froid à l'idée de s'engager sur le risque, mais d'entretenir sur son bâtiment, de se garder aux normes, puis de ne pas laisser la maison dépérir, c'est sûr que ça a un impact super positif sur l'assurance de prendre soin. Tu parlais de, mettons, une toiture. Si je suis rendu à 21 ans, mettons, est-ce que ma maison est plus assurable ou si je vais avoir une surprime? On va avoir souvent une exclusion de toiture qu'on appelle, donc une exclusion, disons, dommages causés par la neige, la glace, la pluie, la grêle. Donc, c'est sûr qu'une toiture, c'est hyper important d'en prendre soin. L'assureur va envoyer un avis de son côté avant. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Nous aussi, on va recevoir l'avis, on va conscientiser le client. À partir du moment que le client est à l'aise avec ça, il est en connaissance de cause, s'il arrive quoi que ce soit, c'est exclu. Parfois, c'est pas le genre de police que j'aime vendre de mon côté. J'aime mieux offrir une protection optimale à mon client, être certain qu'il soit bien protégé. Mais oui, parfois, les clients vont accepter d'ici la rénovation à avoir cette exclusion-là. OK. Une toiture, ça, c'est une. Tu vois, tu vas me permettre de régler un problème dans mon couple. Est-ce qu'une toiture, il faut déneiger ça? Bien, c'est sûr que c'est recommandé, mais en même temps, le poids de la neige, il faut vraiment que ça soit extrêmement lourd pour que la toiture vienne avoir une infiltration, à moins qu'il y avait déjà un défaut en tant que tel. C'est sûr que quand c'est de la neige, avec beaucoup de pluie, que ça devient de la glace, que ça devient hyper lourd, ça dépend le site. Mais je crois que c'est à l'œil. Souvent, ça va fondre naturellement. Si on a un doute puis qu'on a une crainte, on est mieux de procéder. Je ne crois pas que de façon systématique, il faut que tout le monde le fasse, mais oui, ça peut être bien de le faire si on a peur. On serait assuré. C'est pas comme ce ne serait pas de la négligence d'avoir laissé trop de neige sur notre. Non, on serait assuré pour le poids de la neige et de la glace, en protection de tout risque, bien sûr. Fantastique, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres facteurs sur lesquels on peut influencer? Là, évidemment, tu as parlé de bien entretenir la maison. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Parce que, tu sais, mettons, j'ai déjà entendu ça, là, de si tu es le 27e sur ta rue puis c'est une maison orangée, toi, tu veux te faire assurer, tu vas probablement avoir un prix plus cher si tout le monde est avec la même compagnie d'assurance parce que leur risque augmente à chaque rue, chaque assuré supplémentaire qu'il y a sur la même rue. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais c'est quoi les facteurs sur lesquels j'aurais un contrôle pour pouvoir faire baisser mon prix? C'est sûr que d'aller combiner tout ce qui est auto-habitation, ça peut devenir intéressant à ce niveau-là, parce qu'on va avoir des rabais supplémentaires. C'est d'aller voir aussi les assureurs parfois qui vont avoir des rabais profession, tout dépendant de l'industrie dans laquelle tu œuvres. Mais je crois que changer de profession. Changer de profession, c'est ça. C'est pour ça que j'ai changé de profession, moi, pour avoir un rabais. Mais non, je crois que c'est que les composantes du bâtiment en habitation ont énormément
d'impact. Il y a des fois qu'on n'a pas de contrôle aussi sur territoire protégé. Une borne d'incendie à moins de 300 mètres, un poste de pompier à moins de 8 km. Ça, c'est un territoire protégé. Une borne d'incendie à plus de 300 mètres, mais un poste de pompier à moins de 8 km, semi-protégé. Aucun des deux non protégé. Donc, c'est sûr que ce que j'encourage les gens à faire, moi, c'est de magasiner leur prime d'assurance avant d'avoir signé les documents. Parfois, c'est intéressant de venir... c'est juste d'appeler, d'avoir une soumission, d'avoir une idée du prix, de voir dans quoi qu'on s'engage aussi, de ne pas être au pied du mur, d'avoir le notaire dans 3 jours, puis qu'on tombe dans un risque hors norme, plus difficile, les délais sont très courts. Mais je pense que j'encourage les gens vraiment à vérifier le portrait de leur assurance habitation pour la maison qu'ils vont acheter avant de tout signer. Je sais que des fois, ça va vite. Mais reste que ça peut être intéressant. En fait, c'est de s'y prendre d'avance. Le plus possible. De ne pas attendre le matin en disant ça va être facile. Finalement, tu as une maison de 1920, tu as des fusibles, de l'acier galvanisé. Ça te prend une attestation, disons, de plombier. Tu n'auras pas le temps de l'avoir. Mes demandes prennent 24 à 72 heures avec des assureurs sous standard. Donc, en habitation, ce qu'on peut aider le client est faire vraiment une bonne vérification de marché, rendre ça optimal. C'est plus qu'on a de temps, mieux qu'on va pouvoir conseiller le client. C'est comme dans tout. À chaque fois, quand tu te retrouves à la dernière minute, ben, tu vas avoir le produit de dernière minute. Exactement. C'est sûr que notre côté, on va y aller avec la solution. Est-ce que c'est la solution optimale? C'est une bonne solution? Est-ce que j'aurais pu avoir mieux? Peut-être, mais le temps ne me le permet pas. Donc, prenez le temps de le faire d'avance. Vous allez vous en sortir avec un meilleur produit que le faire le matin même du notaire. C'est le même, je passerai le même message dans l'hypothèque, d'ailleurs. Dis-moi, tu dois avoir des anecdotes, veux pas? Parce que nous, là, nos anecdotes dans le courtage hypothécaire, c'est jamais bien sexy. C'est comme, on est arrivé chez le notaire et ça n'a pas marché. Wow! Quelle aventure! J'imagine que dans l'assurance habitation, vous avez des histoires un peu plus rocambolesques. J'en ai une que je trouve vraiment intéressante, puis je la compte à tous mes clients quand je vais proposer les refoulements d'égouts. J'ai un client anciennement, c'est pas moi qui avais vendu la police, j'étais au service à ce moment-là. Donc, appelle le client, il y a un refoulement d'égout de son côté, l'expert en sinistre le prend en charge. Le client, à l'origine, avait accepté 20 000 $ en refoulement d'égout. Le conseiller lui avait proposé 40 000, il avait expliqué, 20 000, c'est assez suffisant. Parfait, vous sauvez 118 $ par année en mettant 20 000 au lieu de 40. 118, c'est 118. La réclamation est arrivée. À la fin, 37 000 de réclamation. L'assureur a payé 20 000. Le client a déboursé 17 000. Donc, une économie de 118 $, 3 années consécutives pour débourser 17 000 de notre poche. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Le client est devenu un fervent défendeur des refoulements d'égout. Je pense qu'il s'est perçu un TikTok avec des recommandations à ce niveau-là. Mais vraiment, ça m'avait marqué comme exemple. Parce que c'est rare que ça arrive. Les gens, ça arrive juste aux autres, ça m'arrive pas. Lui, il y avait ce discours-là. On avait écouté l'écoute d'appel ensemble, parce que le client peut avoir son écoute d'appel à ce niveau-là. Il s'est entendu lui-même le dire, puis la blâme était hors de tout doute, malheureusement. Mais c'est sûr que de sous-estimer les conseils du courtier, ça peut avoir un impact pour des faibles économies parfois. C'est l'assurance en général. Le but, c'est de jamais s'en servir. C'est une gestion de risque. Quel risque on est prêt à prendre de notre côté? Est-ce que moi, ça, le tremblement de terre, est-ce que j'ai des craintes par rapport à ça? Est-ce que pour moi, c'est une protection optimale? Oui. Souvent, les questions que les gens vont me poser, c'est comme tout le monde, c'est comme l'autre fait. Personne prend la même chose, personne choisit le même truc. Il faut y aller personnaliser. Est-ce que c'est vous voulez quel montant? Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette protection-là? Voici les exemples, voici ce que ça comprend, voici ce que ça comporte. C'est quoi les risques à lesquels vous êtes exposé? Puis là, les gens prennent. Mais ça, le refoulement d'égout, c'était l'anecdote que j'avais pensé de parler, parce que c'est vraiment quelque chose de... Ça arrive pas juste aux autres. Alors, lui, il avait ce discours-là. Finalement, il a payé 17 000 à sa poche, puis il a regretté d'avoir sauvé 118. Dans le fond, il s'agit que tu aies un sous-sol qui a des murs, qui est à moitié fini, puis la facture augmente parce que l'eau, elle vient maganer toutes tes bonnes murs. Donc, il faut que tu changes les murs au complet. Il faut que tu c'est un plancher, il faut que tu changes le plancher. Ça va vite. L'eau, c'est la moisissure. Tout ce qu'il faut faire assécher, remplacer. C'est vraiment traître de l'eau. Donc, c'est sûr que ça en est une... je profite de ta présence parce que je voudrais te poser la question sur un des termes que je trouve les plus cool, mais intense en même temps, c'est le act of God. On entend ça des fois. Là. Ça, tu peux pas assurer. Tu peux pas être assuré là-dessus. C'est un act of God ou quelque chose comme ça. Dis-moi en plus. Act of God, c'est difficile. Au Québec,
il peut y avoir une tempête de vent, un cyclone, tornade, ouragan, beaucoup moins commun. Et dans la définition de dommages causés par le vent, la tempête de vent va être incluse à ce niveau-là. Act of God, des tsunamis, jamais arrivé au Québec. Peu probable. Peu probable aussi. Ça pourrait être un Act of God, vraiment un cyclone, une tornade. Au Québec, on peut avoir des forts vents, un mini, mettons, ouragan. Ça va être couvert, mais les Act of God au Québec, du moins pour l'instant. Fait que les tremblements de terre, c'est pas là-dedans? Tremblement de terre, on peut couvrir pour ça. C'est un tremblement de terre avec l'effondrement du bâtiment ou l'apparition de fissures à la suite de secousses multiples. Ça, c'est le tremblement de terre. On peut laisser le mais c'est un avenant. C'est une option. C'est une option. Je ne cacherai pas que c'est une des options les plus dispendieuses dans les protections additionnelles. Pas tout le monde qui la prenne aussi, tout dépendant du secteur où t'es. Mais c'est pas défini comme Act of God non plus. Act of God, beaucoup plus répandu, territoire américain, malheureusement, par rapport à leur situation météorologique possible. J'imagine que la côte est avec les ouragans. Exactement, c'est ça. C'est tout ce qui est tsunami aussi en bordure. Mais nous, notre côté, j'ai jamais entendu, du moins, un Act of God être... Mais comment bien brander quelque chose? C'est écœurant, c'est puissant. Ouais, ben le 1, c'est Act of God, fait que c'est pas de ma faute, j'ai pas besoin de payer. J'aime le premier assureur qui a pensé à ça, c'était fort. Mais c'est sûr que c'est le côté américain, In God We Trust. On le voit, là, le dieu musclé avec des éclairs. Ah oui, c'est sûr que c'est Zeus. C'est exactement. Voilà. Le père de la petite sirène. Bref. Dis-moi, je pose la même question à tout le monde dans la saison 6. C'est puis évidemment, l'assurance, est-ce que ça fait partie des finances personnelles? Absolument. Et donc, si tu avais à recommencer, tu es en 2026, tu as 21 ans, tu as à peu près ça, tu es tout jeune. 21 ans, tu as commencé à créer ton patrimoine, tes finances personnelles. Qu'est-ce qui est une chose que tu ferais que tu n'as pas faite ou que tu veux faire différemment ou que tu as faite puis que tu trouves que c'est une bonne idée? J'aimerais avoir une éducation de mes parents beaucoup plus accrue sur les finances. On parlait de CC tantôt aussi. J'ai appris à coudre un étui à crayon avec une paire de jeans, mais pas à faire un budget. Ça, je pense que personne ne me l'a montré. La gestion du crédit, je pense que du crédit, c'est hyper dangereux. C'est accessible à tout le monde. C'est facile d'en avoir avec des taux faramineux. C'est facile de dépenser, beaucoup plus difficile à rembourser. Ça peut avoir un impact. Je crois que j'en ai fait des erreurs financières par rapport au crédit plus jeune de mon côté. Et c'est une erreur que tu paies sur le long terme. Je dis toujours à ma petite fille de 10 ans, les pires erreurs que tu peux faire sont judiciaires et financières. C'est ce qui a un impact dans le temps, le plus négatif, malheureusement. Elle doit te trouver fascinant, ta fille, quand tu lui parles de ça. Ah, souvent. Mais non, c'est ça. Je pense que la gestion du crédit, c'est vraiment ça. Je pense que c'est là que j'aurais aimé avoir une éducation plus accrue qu'on me coach à ce niveau-là. Mais faire un budget, ça semble encore une tâche plate et corvée, hyper essentielle pour avoir une santé financière puis te permettre de faire ce que tu veux par la suite. Hein. Parce que des dettes, quand t'en as, ben c'est plate, mais ça en fait partie de ton budget après. Puis tu paies pour des choses que t'as pu ou que t'as dépensé dans le passé qui n'étaient pas nécessaires. Hein. Fait qu'un budget, je pense que tout... jeune qui serait... jeune, adulte, peu importe l'âge que tu as, je pense qu'un budget, c'est essentiel pour ta santé financière. Merci beaucoup, Derek. Comment on fait pour, si on a des questions sur notre assurance, on cherche sur... Absolument. On trouve le site de 3G Assurance, j'imagine? Assurance3G.com, les coordonnées sont là. Vous pouvez même choisir votre courtier si vous voulez. Si vous avez le goût de faire affaire avec une personne en particulier, les coordonnées sont là. Ma photo est là, mes coordonnées aussi. On est 3 vendeurs chez 3G actuellement. Véronique Robert, Annie Gagnon et moi, Derek Piché. Donc, les 3, excellent service. Donc, ça nous fera plaisir pour tous nouveaux clients. Ben, merci beaucoup d'avoir fait la grande route. Oui. Puis, on t'oublie pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant Un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.